Parlons maintenant des aspects biologiques et pharmaceutiques des halogènes. Et on va commencer avec le fluor. Le fluor n'est pas un élément essentiel à l'organisme, c'est-à-dire que notre corps ne l'a pas inclus dans son métabolisme. Toutefois, il représente en moyenne 0,0037% de la masse corporelle. Ceci, il est dû principalement à son incorporation dans les eaux de boisson, notamment dans les pays d'Amérique, certains pays d'Europe, où un apport du fluor a été institué pour lutter contre les caries dentaires notamment. Ça a commencé dans les États-Unis vers les années 50 et c'est un sujet qui est régulièrement remis sur le tapis en raison des différentes études qui sont, certaines sont pour, d'autres sont contre. Donc c'est un sujet assez polémique. Le fluor est grandement incorporé dans certains médicaments. On va le voir par la suite. Mais surtout, il est utilisé dans les produits d'hygiène dentaire, notamment les dentifrices. Le fluor, on va l'aborder de deux manières. La première, c'est-à-dire son utilisation, ou plutôt son effet, son rôle en tant qu'anion fluorure. Et une deuxième partie va être consacrée à son incorporation dans les médicaments. Commençons par l'anion fluorure. L'anion fluorure, il est introduit dans l'organisme sous forme de fluorure de sodium. Ceci il est dû à sa grande solubilité. Dans ce tableau, vous avez une série de fluorures, les fluorures de lithium, sodium, magnésium, calcium et aluminium. Et vous avez là leur solubilité respective. Comme vous pouvez le constater, le fluorure de sodium est donc le fluorure le plus soluble. Il est utilisé pour cette raison. Maintenant, une fois qu'il va être dissous, l'anion fluorure va être absorbé par le tube digestif et distribué au niveau du corps. Retenez seulement que l'interaction de l'anion fluorure avec un cation qui est petit et chargé forme un composé insoluble. Je vous renvoie vers le premier groupe où on a parlé du potentiel ionique des anions et des cations. Quels sont les effets de l'anion fluorure dans l'organisme? Tout d'abord, pour les dents, l'émail des dents il est composé d'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite est sujette aux attaques des bactéries cariogènes, aux attaques acides des bactéries cariogènes. Lorsqu'on incorpore l'anion fluorure dans les dentifrices, par exemple, cette anion fluorure va se libérer et s'incorporer dans les couches superficielles de l'émail en formant la fluoroapatite qui est plus résistante, plus stable chimiquement que l'hydroxyapatite et donc elle est moins sujette aux attaques acides des bactéries cariogènes. Maintenant au niveau de l'os, l'anion fluorure il va induire l'activité des ostéoblastes, favorisant la croissance osseuse. L'anion fluorure aussi a un grand rôle ou interagit plutôt fortement avec le cation Ca2+, avec le calcium. La présence de l'anion fluorure dans le plasma sanguin va provoquer une diminution du taux du calcium libre par formation du sel du fluorure de calcium qui lui est insoluble. Donc cette propriété va perturber l'activité physiologique des processus incluant le calcium. Donc tous les processus qui incluent le calcium, que ce soit au niveau intracellulaire ou extracellulaire, donc vont être perturbés. Vous imaginez le nombre de réactions en chaîne qui peuvent avoir lieu. Mais cette propriété permet également son utilisation comme anticoagulant
et je vous renvoie vers la partie aspect biologique et pharmaceutique des éléments du deuxième groupe, les métaux alcalino-terreux. Le fluorure de sodium donc est utilisé dans les dentifrices sous forme de comprimé ou bien en solution buvable pour prévenir l'apparition des caries dentaires, notamment chez les nourrissons et chez l'enfant. Parlons maintenant de la fluoration du médicament. Quand on entend par fluoration du médicament, il s'agit tout simplement de la substitution d'un atome d'hydrogène par un atome de fluor dans une molécule. Et actuellement, environ le cinquième des médicaments qui sont commercialisés contiennent un ou plusieurs atomes de fluor. Vous avez ici trois exemples. La dexaméthasone, où on a substitué un atome d'hydrogène par un atome de fluor. La fluoroquinolone, qui est un antibiotique, on a également substitué un atome d'hydrogène par un atome de fluor. Et vous avez là le sevoflurane, donc qui est un puissant anesthésiant qui contient 7 atomes de fluor. Il faut savoir qu'une molécule médicamenteuse va avoir tel ou tel comportement au niveau de l'organisme en fonction de ses propriétés physico-chimiques. Ce sont les propriétés physico-chimiques d'une molécule qui vont lui conférer tel ou tel comportement au niveau de l'organisme. Et en changeant ces propriétés, notamment en substituant un atome d'hydrogène par un atome de fluor, va mener à un changement des propriétés pharmacologiques de cette molécule. Les propriétés pharmacologiques étant la biodisponibilité, le métabolisme que va subir cette molécule, comment elle va se fixer sur tel ou tel récepteur, la durée de la fixation et bien sûr le processus de son élimination. Tout ceci va être modifié en raison de la modification que va apporter l'atome de fluor dans cette molécule. Et la modification, bien sûr, elle va avoir lieu au niveau des propriétés physico-chimiques de cette molécule. L'intérêt de la fluoration peut être expliqué ou bien résumé en 3 points. Le premier consiste tout simplement au fait que la substitution d'un atome d'hydrogène dont le rayon de Van der Waals il est de 110 picomètres par un atome de fluor dont le rayon de Van der Waals il est de 135 picomètres ne va pas bouleverser l'architecture de la molécule. L'effet sérique de la molécule va être plus ou moins sauvegardé ou maintenu. Donc il ne va pas y avoir une modification majeure dans la structure de la molécule. La molécule elle va rester comme telle. Ce qui est un point positif. Par contre, cette substitution, elle va conférer à la molécule une plus grande stabilité chimique. Cette stabilité chimique, elle est due à la force de la liaison carbone-fluor par rapport à la liaison carbone-hydrogène. Tout simplement, l'enthalpie de la liaison du carbone-fluor elle est supérieure à celle du carbone-hydrogène. Et donc, une molécule qui est fluorée, elle va être plus résistante au mécanisme de dégradation et d'élimination de cette molécule. Ce qui va avoir un effet direct sur la biodisponibilité du médicament en question. Cette dernière se verra augmentée. Il faut savoir qu'un médicament, qu'une molécule dont la biodisponibilité est plus importante va avoir une durée d'effet plus longue. Et pourquoi cherche-t-on à augmenter la biodisponibilité de tel ou tel médicament? Ceci peut avoir une conséquence directe sur la posologie du médicament. Un médicament dont la biodisponibilité est plus importante ne nécessitera pas un nombre important de prises. Ça peut aussi se répercuter sur la dose qu'on va délivrer, c'est-à-dire dans chaque prise. Et lorsqu'on diminue une dose d'un médicament tout en conservant son effet,
en réalité va avoir un effet bénéfique, notamment par rapport aux effets secondaires du médicament. Donc on peut augmenter la biodisponibilité d'un médicament tout en diminuant la dose. Et en diminuant la dose, on va diminuer le risque d'apparition de tel ou tel effet secondaire. Le troisième point, il porte sur la fixation sur les biorécepteurs. Pour qu'une molécule médicamenteuse puisse jouer telle ou telle, c'est-à-dire pour qu'elle puisse avoir telle ou telle action pharmacologique, il faut qu'elle se fixe sur des récepteurs. La liaison carbone-hydrogène est une liaison qui est apolaire, la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le carbone étant quasi nulle. Par contre, une liaison fluor-carbone, elle est très polaire. Ceci va offrir à la molécule médicamenteuse une plus grande interaction via sa polarité, via aussi les liaisons hydrogène avec les biorécepteurs. Passons maintenant au chlore. Le chlore est un élément essentiel majeur. Il représente 0,12% de la masse corporelle, ce qui est énorme, surtout si l'on considère le fait que le chlore va être utilisé par l'organisme principalement sous forme de chlorure, notamment pour équilibrer la charge électrique des milieux biologiques. Donc le chlore, plutôt l'anion chlorure, va accompagner généralement le cation sodium dans son métabolisme. Il va être utilisé comme équilibrant. Il va équilibrer la charge, puisque les milieux biologiques sont électriquement neutres. Donc le principal rôle de l'anion chlorure va être d'équilibrer les charges positives des cations métalliques existants, notamment le sodium, potassium, calcium. Passons maintenant au rôle biologique de l'iode. L'iode est un élément essentiel. Il existe en des quantités infimes dans l'organisme et représenterait 2 fois 10 puissance moins 5% de la masse corporelle. Il est principalement présent dans les hormones thyroïdiennes, à savoir la T4 et la T3. La T4 ou bien thyroxine, elle est appelée T4 tout simplement en raison de la présence de 4 atomes d'iode dans la molécule, ou bien la T3 en raison de la présence de 3 atomes d'iode. L'iode est essentiel au fonctionnement de la glande thyroïde et sa carence conduit entre autres choses à l'hypertrophie de la thyroïde ou ce qu'on appelle le goitre. Cette maladie qui a été décrite depuis des temps très anciens, depuis l'Antiquité, est en train de diminuer ou bien a commencé à diminuer grandement depuis la démocratisation de l'accès au sel de table, au sel iodé. Si quelqu'un se demande pourquoi ajoute-t-on de l'iode dans le sel, c'est tout simplement pour lutter contre les carences en iode. Maintenant, si on veut aborder les aspects pharmaceutiques de l'iode, il faut savoir qu'il est utilisé comme agent de contraste. Agent de contraste, pourquoi? Tout simplement parce que disposant d'une masse atomique qui est élevée, l'iode va être opaque au rayon X. Il va donc être utilisé comme produit de contraste, notamment dans l'exploration de l'appareil urinaire ou bien de la thyroïde. Son pouvoir oxydant va également lui permettre, donc lui conférer un pouvoir biocide. Il va être donc utilisé comme solution antiseptique. Tout le monde connaît la bétadine, bien sûr le PVP iodé. Et enfin, la lévothyroxine ou bien lévothyrox, hormone de synthèse qui est prescrite dans les cas d'hypothyroïdie, notamment après l'ablation de la glande thyroïde. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que l'exposé a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mail ou bien vous laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.